Bonjour Fabien. Bonjour, bonjour messieurs, dames, merci pour votre invitation. Quel plaisir, voilà. On Partagez. célèbre les belles entreprises régionales, justement, qui font l'écosystème de ce Grand Est et spécialement de l'Alsace, justement. Alors, là aussi, vous n'avez pas une histoire aussi ancienne que Michel Drapier, mais vous avez un produit phare. Ce n'est pas une bouteille de champagne, c'est la Morissette, le produit phare des débuts. Parce que Poulaillon s'est créé au départ, en 1973, quelque part sur l'inventivité, sur l'innovation. C'est quoi cette Morissette ? Alors Poulaillon a été créé en 73 par mes parents, l'entreprise Poulaillon en fait. Paul Poulaillon, mon père, est né à Condrieu. Pour ceux qui connaissent un petit peu le vin, c'est une très belle région. Une région chère à Alban, en tout cas du côté de l'entreprise du futur, le Rhône, voilà. Il est remonté dans l'est de la France, dans le territoire de Belfort, par amour en fait, pour rejoindre ma maman qui était née à Belfort. Et ils ont repris un fonds de boulangerie-pâtisserie en location, tout d'abord à Dornac, à Mulhouse, tout près d'ici, à 5 km. Mon père est boulanger-pâtissier de métier. Ma maman travaillait aux services fiscaux de la ville de Belfort. Et donc, il a repris ce fonds de boulangerie-pâtisserie et il a appris à fabriquer les bretzels avec l'ancien propriétaire. Mon père ne savait pas du tout ce que c'était qu'un bretzel venant de la vallée du Rhône. Et il a eu un jour la bonne idée de transformer ce bretzel en un petit pain brioché. Il a allongé la pâte, comme ça. Tout simplement allongé la pâte pour pouvoir garnir le bretzel. C'est la même pâte que le bretzel. Il l'a baptisé la Morissette. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Alors au départ, il en fabriquait une dizaine dans son fournil. Ma maman au comptoir en vendait 3, 4, 5 par jour. Et puis à force de travail, de persévérance, de présentation des produits dans les foires, dans les salons, aujourd'hui on a 2 lignes de production, une à Wittelsheim et une à Saint-Vith, à côté de Besançon, qui en produisent 300 000 par jour. 300 000 par jour. Alors qu'au départ, c'était pas forcément accidentel, mais enfin il savait pas très bien, il a allongé, voilà, comme quoi finalement, d'une petite invention comme ça, on arrive à faire une super saga qui dure depuis maintenant. Depuis 50 ans, oui, voilà. 50 ans. Alors les produits en pâte à Morissette, ça représente 35% de notre chiffre d'affaires. Poulaillon, en fait, c'est 3 métiers. C'est une activité B2B avec 4 sites de production, 3 sites de boulangerie, Wittelsheim, Saint-Vith, Saint-Loup-sur-Semouse en Haute-Saône. Donc c'est une activité avec la grande distribution, avec les grossistes. En France, un petit peu à l'étranger, malheureusement pas assez, mais on est en train de développer ça à l'export. Et un site d'embouteillage d'eau minérale, puisqu'on est minéralier depuis 10 ans. Velmin-Froid. Si on avait su que c'était aussi dur de vendre de l'eau, on ne l'aurait peut-être pas fait, mais on s'est battu et on a réussi. On est rentable depuis 3 mois, alors qu'on a perdu de l'argent pendant quasiment 10 ans. L'activité boulangerie compensait les pertes de l'eau. Et une activité B2C avec un réseau de 66 magasins dans le Grand Est de la France. Vraiment très, très Grand Est. Le plus au nord est à Saint-Quentin, le plus au sud est à Dijon. Et avec 8 nouvelles ouvertures. Là, on met le paquet l'année prochaine. On a 8 nouveaux magasins qui vont ouvrir. Voilà, une activité, nous sommes 1100 salariés. On clôture le 30 septembre. On a fait une petite progression cette année, 2% de hausse. C'est pas grand-chose. C'est pas dans nos habitudes, mais le marché, même pour nous, est très compliqué. Autant on peut décaler l'achat d'une voiture, d'un appartement, on achètera sa baguette tous les jours. Mais même à ce niveau-là, les gens font des arbitrages. Au lieu d'acheter 3-4 pâtisseries, ils en achètent que 2 ou 3. Donc on n'a pas perdu de clients dans nos magasins, mais le panier moyen baisse un petit peu. Comment est-ce qu'on, justement, dans ce contexte de hausse des matières premières, voilà, notamment agroalimentaires, de baisse du pouvoir d'achat de certains et certaines Françaises. Comment est-ce qu'on se réinvente ? Comment est-ce qu'on réinvente le commerce ? Puisque vous avez quelques dizaines justement d'implantations et vous continuez d'en ouvrir, finalement. Voilà, ce qui ne vous freine pas forcément, Fabien. Alors la hausse des matières premières, c'est un vrai sujet. Il faut compenser ces hausses par des augmentations de prix. On n'a pas trop le choix. C'est plus facile à augmenter dans nos magasins que de passer une hausse en grande distribution.
J'en sais quelque chose parce que c'est moi qui m'occupe de cette partie B2B et cette année c'est très 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 compliqué parce qu'ils voient tous que le cours du blé chute, donc ils veulent des baisses des prix, mais le blé c'est une toute petite partie du coût matière d'une baguette, mais toutes les autres charges sont en très forte hausse, donc les négos sont très compliqués en ce moment. C'est surtout à apporter, et c'est ce que m'ont inculqué à Magali, ma sœur, qui dirige l'entreprise avec moi. Mais ce que nous ont inculqué nos parents, c'est le respect du client et fabriquer tous les jours des produits de qualité. Ça, c'est vraiment notre guerre quotidienne. Bien accueillir nos clients dans nos magasins. Vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, si vous êtes mal accueilli, les clients ne reviennent pas. Donc, vous êtes certainement client de nos magasins. En règle générale, vous êtes bien accueillis chez Poulaillon avec le sourire. Et puis voilà, fabriquer tous les jours des produits de qualité. Si les PME et les ETI n'existent pas, comment on ferait pour s'alimenter? On apporterait il y aurait beaucoup moins de diversité, hein, puisque vous auriez des entreprises comme Nestlé, Unilever qui s'occuperaient de vous. Et puis nous, on a comment on ferait en fait pour alimenter les Français. Si nous, on n'existait pas, ce serait très compliqué puisque tout serait très standardisé en fait. Hein. Nous, on amène une nouveauté, une spécificité régionale qu'on essaye maintenant de développer un petit peu partout en France, quoi, ouais. Aujourd'hui, on vend plus de Morissette à l'extérieur de l'Alsace qu'en Alsace même. Donc c'est un beau challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reparlera de la partie export dans un instant, mais on continue de découvrir un petit peu les coulisses de votre entreprise. Vous jouez de plus en plus sur non seulement le Made in France, mais le Made in Alsace également. Ça, c'est un secteur porteur, justement, pour aller vendre, aller conquérir d'autres régions françaises et au-delà. Oui, le Made in Alsace, puisqu'on a la chance d'être dans une région où on a énormément de diversité d'entreprises agroalimentaires avec des vraies spécialités. Alors on joue la carte Alsace quand on va vendre nos produits à l'extérieur du Grand Est. Et puis on joue la carte de la gastronomie française, de la culture gastronomique française quand on essaye d'exporter nos produits à l'étranger. Oui. Et alors à tel point que vous allez créer un bretzel avec une indication géographique protégée, fabriqué avec de la farine et de l'huile de colza, qui viennent d'où? D'Alsace. Oui, en fait on a un gros investissement qui sera... Alors on est en train de... On nous a refusé 2 fois notre permis de construire pour des virgules. Donc ça a pris 7-8 mois de retard. Donc là, ça y est, ça va démarrer. La construction va démarrer pour un site opérationnel fin 2026, début 2027 à Wittelsheim. On a agrandi notre site de production. Vous avez mis 10 millions d'euros sur la table. On a mis 10 millions d'euros sur la table. Voilà, pour être encore plus performant dans la fabrication de nos bretzels, parce qu'on est très concurrencé par les Allemands. Les Allemands ont des outils de production très automatisés. Il faut savoir que les bretzels en France, 80% du marché du bretzel en France est détenu par des entreprises allemandes. Donc c'est pas logique. Donc on va essayer d'inverser cette tendance-là dans 2 ans parce qu'on aura des tarifs très compétitifs par rapport aux Allemands. Et oui, effectivement, notre objectif, c'est de créer un IGP avec le bretzel en utilisant de la farine 100% origine Alsace, de l'huile de colza alsacienne également. Et c'est déjà le cas, puisqu'on a passé un contrat avec des agriculteurs et une huilerie alsacienne, non pas pour fournir 100% de nos approvisionnements en huile de colza, mais on va dire 30% avec une huile alsacienne. On est très sensible à nos approvisionnements régionaux. On préfère payer un petit peu plus cher, mais faire travailler les entreprises régionales qui, quelque part, sont également les clients de nos magasins. Donc nos œufs proviennent d'une ferme à Folgensbourg, à côté de Saint-Louis. On utilise de la farine qui est 100% Grand Est de la France. On achète également, tous nos cartons viennent d'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté. On a plein d'exemples comme ça, la charcuterie également. Dès qu'on peut, on privilégie nos acteurs locaux. Vous évoquiez à quelques instants cette volonté de grossir, d'agrandir votre usine. On nous parle tout le temps de
réindustrialisation, de rouvrir des usines, en tout cas de ne pas les fermer, de les agrandir. On entendait tout à l'heure, comment s'appelle, Pierre Gavignon à la tête de Steritech. Voilà, il était confronté aussi à la même chose. Il a son usine, et puis on se dit qu'est-ce qu'il y a dedans, ça fait du bruit, etc. Voilà. Est-ce que c'est facile toujours de vouloir réindustrialiser quand on a des recours, quand on a des associations qui sont là en se disant qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous faire du bruit, ça va être une emprise, et les oiseaux dans tout ça, et les écureuils, etc. Enfin, Bon, alors nous, est-ce qu'on a toujours envie, clairement, quand on est dirigeant d'entreprise comme vous, d'aller jusqu'au bout? Est-ce on que est obligé parfois on n'a d'aller. pas envie de baisser les bras en se disant mais non, c'est pas dans l'ADN de l'entreprise et de la je sais, famille. je sais. Mais au niveau nuisance sonore, on en connaît un rayon, puisqu'en fait, on a déménagé sur ce nouveau site à Wittelsheim il y a 12 ans. On était avant à Morschwiller. Quand on a démarré à Morschwiller il y a 25 ans, il n'y avait personne autour de nous. Les terrains étaient peu chers, donc les voisins ont commencé à construire des maisons tout autour de nous. Puis un jour, ils se sont plaints pour des nuisances sonores. Donc on a été condamné à verser à l'époque 400 000 € de dommages et intérêts pour nuisances sonores, alors qu'on était là avant tout le monde. Donc on a décidé de déménager, de construire à Wittelsheim un nouveau site de production. Et là, on est dans une zone industrielle, donc il n'y a aucun problème. Non. Pas toujours facile de grandir et de construire en France quand on est dirigeant d'entreprise. Non, il y a énormément de contraintes, oui, effectivement. Trop, et Ouais. qui viennent également aussi de l'administration. Encore un mot aussi Oui. sur la structure familiale, et on en parlait tout de suite. Et Stéphane, vous célébrez il y a un instant Stéphane Stefanelli de chez Ridge. Hein. Au départ, il y a Paul et Marie-France, hein, vos parents. Il y a vous, maintenant, il y a vos enfants. Il y a Magali, ma sœur, ne surtout pas l'oublier. Vous l'avez cité à juste titre, hein, bien entendu. Non, mais si l'entreprise en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est... Comment, alors justement, qui fait quoi? Comment vous êtes répartis? Comment s'est organisée Ouais. la transmission, justement? Alors Magali et moi, on est des faux jumeaux parce qu'on est nés la même année. Moi, je suis né en janvier 72 et Magali en décembre 72. Ah, oui, d'accord. Donc on a fait notre scolarité Ouais. ensemble, comme des jumeaux, de la maternelle jusqu'à la troisième. Donc il s'est créé vraiment des liens particuliers. Et ben en fait, on a développé chacun naturellement notre partie dans l'entreprise. On a trouvé chacun notre partie. Moi, c'est le B2B. Magali, c'est les magasins. On s'admire tous les deux parce que Magali ne pourrait pas gérer des négociations avec la grande distribution, c'est pas son truc. Et Magali gère d'une main de fer ses magasins. C'est très compliqué de grandir en ayant des magasins. Hein. Monter 2, 3, 4, 5 magasins, ok, mais après, quand on passe à un niveau supérieur, eh ben, c'est un autre niveau de gestion, c'est un autre niveau de contrôle des magasins. Et pour maintenir une qualité constante en grandissant, c'est extrêmement compliqué. Moi, je suis en admiration avec des gens, enfin, avec nos concurrents, que sont Marie Blachère, par exemple, qui aujourd'hui ont 800 magasins. Alors, c'est pas la même catégorie de produits, quoi, mais voilà, c'est impressionnant. Donc, oui, la question... Il y a des arbitrages parfois, il y a des engueulades. Comment est-ce qu'on travaille en famille? Non, il y a justement. énormément... Quels conseils vous pourriez donner à ceux et celles qui sont là, jeunes, moins jeunes, qui sont peut-être en train de construire reprendre une boîte ou À transmettre 2, une boîte? à 3 en famille. Ouais. Bah, il faut avoir du respect, écouter l'autre, savoir dire non parfois. Il faut jouer vraiment la carte de la transparence, tout simplement. Et il faut que chacun trouve sa voie dans l'entreprise. En fait, c'est ça le plus important. Il ne faut pas que l'un chevauche sur l'autre au niveau des activités. Et ça s'est fait naturellement, encore une fois, chez nous. Je pense aussi, quelque part, grâce à l'éducation de nos parents, quoi. Bien sûr. L'export. Alors, l'export, c'est quoi vos positions, donc, justement, donc... Paul, installez-vous ici. Paul Burger qui va nous succéder dans un quart d'heure. On l'applaudit, s'il vous plaît. Installez-vous là. Vous avez votre siège qui vous attend. Voilà. Soyez le bienvenu. C'est quoi, en ce moment, vos positions à l'export, vous, Alors, Fabien Poulaillon, justement, vous avez évoqué donc les pays limitrophes, mais au-delà de ça? Alors l'export, c'est une activité qu'on a démarrée il y a une dizaine d'années pour la boulangerie. C'est une toute petite part pour l'instant de l'activité boulangerie, c'est 4% du chiffre d'affaires, c'est pas grand-chose. Ah oui, on n'est pas sur Michel Drapier ou sur non, Steritech malheureusement tout à non, l'heure. je suis admiratif, voilà. admiratif.
C'est 10% pour l'activité eau minérale du chiffre d'affaires. C'est 53% de progression l'année dernière avec l'eau minérale à l'export. Alors, c'est pas très RSE ce que je vais vous dire, mais notre plus gros client à l'export avec l'eau, c'est l'Australie. Ah oui, en effet. Ouais. Et alors, juste, je vous une parenthèse, comment l'Australie a découvert l'eau minérale naturelle de Villemain-Froid dans la Haute-Saône? Alors, c'est tout à fait, comment dire, Non, pas fortuit, quand même pas. si, presque, Ah en oui. fait, puisque en fait, l'eau minérale de Villemain-Froid, c'est la seule eau minérale de Bourgogne-Franche-Comté. Oui, oui, oui. Donc, on est représenté à Clos-Vougeot, le célèbre château Bien sûr. en Bourgogne. Dans le 21, Donc, ouais. notre eau minérale est sur les tables. Et puis, on a eu la chance de rencontrer un importateur de vin de Bourgogne à Clos-Vougeot qui a souhaité rajouter sur sa carte notre eau minérale. Donc voilà, et c'était un importateur qui travaillait beaucoup sur l'Australie. Et quand il propose ses vins de Bourgogne, il propose notre eau minérale. Voilà. Mais alors, vous nous dites, bon, 10% du chiffre d'affaires de l'eau, c'est de l'export, dont l'Australie. Le reste est 4-5%. Pourquoi c'est un choix que vous assumez en disant on a suffisamment à faire Oui. sur le réseau France et on verra un petit peu plus tard. C'est Oui, quoi c'est qu'est-ce qu'il y a ça. dans votre tête, Fabien? Ben, l'export chez Poulaillon, l'activité boulangerie, c'était que des opportunités en fait. On n'a pas véritablement cherché à développer l'export. C'est des belles rencontres sur des salons. Je vous encourage vraiment, chef d'entreprise, à exposer vos produits sur des salons. Pas forcément aller très loin, mais des salons français. Chez nous, en France, on a le CIRA, on a le CIAL, on a le salon du snacking qui attire beaucoup de prospects étrangers. Et puis nous, on a la chance de ne pas vendre des boulons, mais des produits qui sont bons, qu'on déguste sur les stands. Et voilà, on fait souvent mouche grâce à la qualité de nos produits. Alors quand c'est de l'export, du grand export, nos produits partent en surgelé. Mais voilà, ce n'est que de l'opportunisme, tout simplement, quoi, ouais. Alors, vous êtes sur les pays limitrophes, donc la Suisse, évidemment, on est à vaguement 10 km de la Confédération. Ouais. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Alors Luxembourg. l'Allemagne, oui, l'Allemagne, c'était très compliqué. On est Ouais. entreprise familiale alsacienne à 20 km de l'Allemagne. On n'a jamais réussi à faire un seul euro de chiffre d'affaires avec les Allemands, sauf depuis 1 an. Les Allemands sont très protectionnistes. Ils ont des produits, une gamme de produits de boulangerie qui sont extrêmement compétitifs en termes de prix. Et les Allemands mangent allemand. Voilà, ils ont raison, hein. Mais voilà, depuis 1 an, on est chez Hiber. En fait, c'est une chaîne de supermarchés un peu haut de gamme, tout au bord de la frontière. Et je suis très fier parce que nos Morissettes et nos baguettes sont présentes chez Hiber. Voilà. Le reste, c'est le UK, c'est Israël, c'est Oui, alors les États-Unis. on a notre plus gros client à l'export, c'est l'Israël, puisqu'on fabrique une Morissette kasher. Vachement bien. Donc une Morissette kasher, c'est exactement la même recette que la Morissette classique. C'est simplement un rabbin, en fait, qui, lors du lancement de la production, vient bénir la ligne de production. Et on lance la production et on fait à peu près un conteneur tous les mois qui part en Israël. Et puis on a un conteneur aussi tous les mois qui part sur New York pour la communauté juive new-yorkaise. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc on fait des emballages, du pain kasher, des demi-baguettes qui sont vendues au rayon surgelé en libre service sur New York. Et très récemment, on a notre premier conteneur qui va partir le 15 décembre. On a décroché un beau marché avec une chaîne de supermarchés en Californie. Donc on va retrouver nos Morissettes en Californie. Ça va être bien. Alors, comment est-ce que vous souhaitez accélérer et évidemment, pour accélérer, il faut que ça soit simple. Comment simplifier l'export? Comment les douanes, comment les guichets uniques, que ce soit la Team France Export, etc., facilitent, simplifient les démarches administratives? Ben, on a la chance en France d'avoir Business France qui nous aide beaucoup, la CCI également. On a fait quelques missions export, notamment en Chine, pour l'eau de Villemain-Froid, tout au démarrage. Après, on a la chance aussi d'avoir des importateurs qui gèrent aussi beaucoup de cette partie administrative à notre place également. Finalement, c'est beaucoup de complications, enfin, c'est beaucoup d'administratifs, mais c'est finalement assez simple d'exporter aux États-Unis pour nous.
à condition de ne pas avoir des protéines animales dans nos produits, quoi. Donc nous, la Morissette, c'est très simple, c'est de l'eau, c'est de la farine, c'est de l'huile de colza, c'est pas des matières sensibles, c'est pas des protéines animales, donc c'est beaucoup plus simple pour nous d'exporter des produits typés pain que des pains surprises, par exemple, ou à base de protéines. Est-ce que c'est simple d'exporter ou on pourrait faire encore mieux? Parce qu'on l'a vu et on l'a compris tout à l'heure au travers des discours de Pierre Gavignon, de Michel Drapier, l'export, c'est une formidable source de diversification, de croissance. Voilà. Vous êtes entrepreneur, vous avez envie évidemment de grossir. Ah bah oui, notre Est-ce que vous objectif. dites, allez, j'irai, mais il reste encore des choses un peu trop compliquées. Comment simplifier l'export? Ben, simplifier l'export. Vous savez, chez nous, on a des produits alimentaires avec des spécificités sur les étiquettes qui sont vraiment spécifiques à chaque pays. Donc, c'est vraiment un très gros travail d'étiquetage sur nos produits. Qui le fait ça alors? Alors, c'est nous en interne. L'étiquetage en turc, enfin pas en turc, vous n'êtes pas en Turquie, mais l'étiquetage en hébreu, l'étiquetage en allemand, l'étiquetage en... Alors c'est nous interne, et anglais. on se fait aider par nos importateurs également, hein, Oui. Notamment au niveau législatif, hein, dans chaque pays. Comment simplifier l'export? Est-ce que vous utilisez par exemple des outils digitaux dont nous parlait tout à l'heure Florent Barbier de Icanto, justement, des portails douaniers en ligne pour simplifier les démarches administrateurs? Oui, mes équipes utilisent ce type d'outils, bien évidemment. Mais comme je vous le disais, nous... et puis aussi, on est en France, en fait, on a de gros intervenants en boulangerie-pâtisserie qui exportent énormément et qui créent des marketplaces. Donc la Morissette étant un produit très spécifique, ils nous ont référencé notre Morissette sur leur marketplace. Et là, on a la chance en fait d'avoir notre Morissette. C'est pas des gros volumes, mais qui partent avec leurs conteneurs. Je parle notamment de Bridor pour ceux qui connaissent. Hein. Bridor, évidemment. Louis Leduf, voilà, Voilà. les stars de la tournée de l'année des 10 ans de l'entreprise du futur. En 2025, voilà, très belle réussite, et puis à Lyon. Voilà. Une des plus belles réussites de la boulangerie-pâtisserie. Il vous inspire ce monsieur, Louis Leduf, ou pas? Totalement, oui, ouais. C'est un véritable exemple, ouais. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et donc on bénéficie par exemple pour le DUF de leur marketplace pour vendre nos produits à l'export. On rajoute des palettes de produits dans leurs conteneurs qui partent à l'export. Et pareil pour un deuxième intervenant qui s'appelle Daily France. Donc, le bretzel made in Alsace que vous voulez continuer d'exporter, voilà, cette Morissette quelque part. Est-ce que à un moment vous avez l'impression d'avoir commis des erreurs, d'être tombé dans un écueil, d'avoir trébuché quelque part? Et comment vous avez réussi à contourner l'obstacle? Des erreurs. Les erreurs à ne pas commettre quand on va à l'export, Fabien Poulaillon, quelles sont-elles? De ne pas être trop sûr de soi, d'idéaliser le produit, de se dire j'ai l'impression d'avoir le meilleur produit du monde. Et puis finalement... Totalement, oui. Pour nous, on a le meilleur produit du monde, mais qui ne correspond pas forcément aux habitudes alimentaires du pays. Donc parfois, on doit adapter le produit au mode de consommation local, quoi. Oui, tout à fait. Comment on le teste? Comment on est sûr qu'un Israélien va adorer on envoie des échantillons. On reçoit des clients déjà chez nous. Et donc, quand un client est accueilli chez nous, on l'accueille bien. Donc, on fait des très grandes séances de dégustation chez nous. On accompagne tout ça avec de très bons vins d'Alsace. Et voilà, on teste leur mode, leur palais, en fait, quoi. Et parfois, il faut adapter... Par exemple, les Allemands aiment beaucoup les graines sur les produits, donc on fait des produits avec beaucoup de graines à l'intérieur. Pareil pour les Américains. Voilà, donc on adapte nos recettes parfois au mode de fonctionnement du pays. Alors, on crée des nouvelles recettes, ça prend du temps pour parfois des succès extrêmement mitigés, quoi, hein, parce que le produit ne plaît pas dans le pays. On crée, nous, une centaine de recettes par an. Hein. Sur les 100 recettes, on en garde 2 ou 3, quoi. Il y a 95% d'échecs. C'est quoi la suite maintenant de l'histoire du groupe Maison Poulaillon? Les 50 prochaines années, on vient de terminer une période quasiment de 50 ans. C'est quoi? Vous écrivez quoi maintenant comme histoire avec Magali?
chacun, Magali, on souhaite continuer à ouvrir des nouveaux magasins. Un rythme de 5-6 nouveaux magasins. Là, on met vraiment le paquet l'année prochaine puisqu'on va ouvrir 8 magasins en propre et en franchise. Et puis, c'est de nous développer et de faire connaître encore cette Morissette et notre pain français. Puisque, comme je vous le disais, en fait, la France, c'est un territoire gastronomique. Donc, on a très, très bonne presse grâce à notre gastronomie à l'export. Donc, c'est de continuer à vendre notre Morissette à l'export, de vendre notre gamme de pain à l'export, de décliner cette Morissette sous différentes façons, en format burger, en format bagel, en format baguette également. Et voilà, l'objectif, c'est une croissance annuelle de 10%. C'est ce qu'on a fait ces 10 dernières années, ces 15 dernières années. On a embauché 500 personnes en 7 ans, donc c'est pas rien. Et alors on vit une période, peut-être pas pour tout le monde, mais assez compliquée en ce moment, comme je vous le disais avant. Mais voilà, ça va passer. Et puis nous sommes des investisseurs perpétuels. On va continuer à investir pour se développer, quoi. Et puis tout simplement. Merci à vous. Merci d'être venu, Fabien Poulaillon. Merci.